expliquez aux jeunes que ton destin est dans tes mains, que si tu travailles dur, que si tu prends des risques, que si tu ne crains pas l'échec, tu pourras rencontrer le succès et monter tout en haut. Ça, c'est la société dans laquelle je veux vivre. Pas une société où on m'explique que quoi que je fasse, j'arriverai à une petite moyenne avec comme seule préoccupation de savoir si le voisin gagne un peu moins que moi ou un peu plus que moi. Avoir le courage de dire ça. Il y a des grands, il y a des petits, il y a des chauves, il y a des chevelus. Il y a des très énergiques, il y a des très mous. Même chez les présidents. Je parle pour passer naturellement. Bon. Et je pense que le sens d'une société, et au Maroc comme en France, c'est d'où que tu sois, où que tu sois né, tu peux aller tout là-haut. Moi, je m'appelle Sarkozy. Hein. C'était pas gagné pour devenir président de la République. Connaître moins de monde que je n'en connaissais à l'époque, c'est impossible. Tout le monde connaissait plus de monde que moi. Eh bien, je pense que tant qu'une société permet des trajectoires, mais ça ne veut pas dire qu'on tous on a la même ambition dans la vie. On peut très bien être heureux sans ambition. On peut très bien être heureux en ayant une vie très calme, très posée. Et au fond, le but de la vie pour une jeunesse, c'est de dire, dans la société marocaine du futur, ou dans la société française, tu auras le droit de choisir ta vie. Cette fascination de la gauche pour le nivellement est horrible. Cette incantation pour l'égalité. La France est le pays qui a les impôts les plus élevés d'Europe et où le sentiment d'injustice est le plus élevé. Vous ne pensez pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas? À chacun, selon le destin qu'il choisit. À chacun selon l'ambition qu'il le porte. À chacun dans le respect de sa différence. Au fond, je trouve que c'est beau de respecter les différences. C'est plus humain que de prétendre qu'on est égaux. Vous savez, je me suis engagé, il y a quelques années, dans la lutte pour lever de l'argent contre le cancer des enfants. Vous croyez qu'un gosse qui attrape une leucémie à 1 an, il y est pour quelque chose? Elle est où l'égalité? Elle est où? Et donc je crois qu'on devrait travailler davantage sur la différence, le respect de la différence, et la liberté de chacun de vivre tel qu'il veut vivre, femme ou homme, quel que soit son âge et ses origines. C'est ça qui fait la vie belle. Parce que la vie, c'est un mystère. Pour celui qui croit, c'est un mystère divin. Pour celui qui ne croit pas, c'est un mystère tout court. Mais quelle est la seule philosophie de vie acceptable? C'est de vivre chaque seconde comme si elle était la dernière. Et en même temps comme si on était éternel. À fond. Mais à fond, pas tous à la même vitesse, parce que tous, on n'a pas le même tempérament ou les mêmes moyens. Respectez cela. Et au fond, une société qui respecterait la différence de chacun, tout en donnant des possibilités d'ambition à la mesure de ceux auxquels on croit. Et au fond, je terminerai par là, pour moi, il n'y a rien de plus important que de démythifier l'échec. Au fond, que dans des écoles comme celle où on est, il n'y a pas de succès sans échec. Il ne faut pas avoir peur de l'échec. L'échec est fondateur. Moi, je me souviens de mes nombreux échecs beaucoup mieux que de mes succès. L'échec ne déçoit jamais parce qu'il fait mal. On s'en souvient très bien. Je me souviens très bien de mes soirées de défaite. Soirées d'élection, moins. Et au fond, quand on comprend que tous qui êtes vous tous qui êtes dans la salle, tous vous avez connu l'échec. L'échec professionnel. L'échec personnel, familial. L'échec dans sa santé, la maladie. Et qu'au fond, le bonheur, il est dans l'épreuve surmontée, jamais dans l'épreuve évitée. Je pense que c'est ça le message à donner aux jeunes.
Moi, c'est ça que j'ai envie de délivrer. En respectant, bien sûr, que les uns veulent vivre à la campagne, les autres à la ville, les uns veulent partir à l'étranger, les autres chez eux. Tout ça, c'est respectable. Il n'y a pas un modèle de réussite. Mais il y a cette ambition. Et je n'aime pas l'évolution actuelle qui fait qu'on voit l'expression des différences comme un risque de désagrégation de l'unité. Je crois tout le contraire. Je crois que c'est parce qu'on est différent et respectueux de ces différences qu'on peut construire une unité qui a du sens. Voilà. Moi, je vous le dis. Alors, sans doute, Jean-Louis, je me sens différent, toi aussi. Et c'est peut-être ce qu'on sent soi-même, qu'on veut faire ressortir comme ambition. Mais voilà, pour moi, c'est beaucoup plus important. J'espère que je ne choque pas mon ambassadrice en disant ça. Merci Président. Les jeunes sont très sensibles à un sujet qui est celui du climat. Ça a été démontré lors des dernières élections européennes. C'est très présent dans les manifestations, là où il y a un ensemble de jeunes qui s'expriment. Et c'est tout naturellement que je vais donner la parole à Mehdi Tazi, qui est en charge des relais de croissance. Et parmi les relais de croissance, il y a le domaine du climat et en tout cas celui de l'environnement. Mehdi Tazi, à toi la parole. Ça fonctionne mieux. Monsieur le Président, vous avez donné votre point de vue sur le climat tout à l'heure, en liant climat et démographie, en donnant une vision extrêmement originale du lien entre les deux. Le Maroc et l'Afrique, plus globalement, se sont engagés assez fortement dans le climat en signant les accords de Paris. Le Maroc l'a confirmé en hébergeant la COP22 l'année suivante. L'Europe, au fil du temps, et les pays développés se sont industrialisés sans s'imposer de contraintes liées au climat. Quelques années plus tard, aujourd'hui, nous avons ces contraintes. Elles sont imposées de la même manière aux pays industrialisés et à l'Afrique. Ma question est la suivante. Quel type de modèle économique peut-on imaginer pour nos pays qui soit économiquement viable et qui soit respectueux des accords de Paris? Oui, je connais l'argument. C'est pendant des siècles, vous, les pays développés, vous n'avez pas respecté la moindre règle. Et maintenant que nous, les pays en voie de développement, nous voyons connaître le développement, vous voulez nous imposer des règles. Grosso modo, c'est ça. Il n'y a pas que du faux. Bon. Mais si on part du principe qu'on habite sur la même planète et qu'on regarde des enjeux climatiques, on est dans le même bateau, l'argument perd sa force. À moins que vous ayez pris de l'avance dans la colonisation d'une autre planète. Non. Disons qu'il y a quelques siècles, on ne savait pas, que maintenant on sait, et quand on sait, on ne peut pas s'exonérer de cela. Bon. Donc, les enjeux environnementaux sont clés et ils sont porteurs de croissance. Mais ils sont aussi porteurs de changements considérables. Parce qu'il faut de l'argent, et tout le thème de la fiscalité écologique, parce que c'est facile de dire qu'on veut défendre la planète, c'est moins facile de porter les financements pour avoir les moyens de défendre la planète. Tout le monde est d'accord sur l'objectif, et puis quand on a fait voter une fiscalité écologique, Jean-Louis, on était tout seul. Première remarque. Deuxième remarque, j'en ai assez de la démagogie. J'ai entendu un ministre, dont j'ai oublié le nom, expliquant dans la même journée, le pauvre, que dans 10 ans en France, toutes les voitures seraient électriques. Je pose quand même une question. Est-ce qu'il sait comment on fabrique de l'électricité? Parce que c'est bien beau de dire c'est tout électrique, l'électrique c'est formidable. Mais vous savez comment on fabrique de l'électricité? Il faut en fabriquer de l'électricité. Et pour l'essentiel, elles sont fabriquées avec de l'énergie fossile et polluante. Et le même ministre dit le matin, toutes les voitures électriques dans 10 ans en France, et tout le monde d'applaudir,
Et l'après-midi, dans 10 ans, on fermera la moitié du parc nucléaire français. C'est logique? Est-ce que c'est logique? Est-ce que simplement c'est raisonnable? Est-ce qu'on a le droit de dire ça sans être qualifié de compagnon de route de M. Trump? Est-ce qu'on a simplement le droit de réfléchir? Alors, donc l'enjeu climatique, monsieur, est tellement important. L'enjeu environnemental est tellement important qu'il mérite autre chose que le discours insensé que l'on entend parfois. Par exemple, je n'aime pas quand on oppose le progrès et l'environnement. Parce que le progrès, c'est une clé de la défense de l'environnement. Et j'ai vu une évolution stupéfiante. À l'époque de mes parents, on espérait dans le progrès. On se disait que la vie était magnifique, qu'on allait vivre des découvertes extraordinaires. Maintenant, le progrès est devenu l'ennemi. On est fou. Ça n'a pas de sens. Et je n'aime pas quand on oppose la croissance et la défense de l'environnement. Comme dans les années 70, il y avait le Club de Rome et Sico Manchol qui expliquaient à un monde qui connaissait des famines sur la moitié de la planète que l'idéal de vie, c'était la croissance zéro. Évidemment que c'est la croissance zéro pour les riches. Mais pour ceux qui étaient en famine, c'était quoi? Et donc pour moi, l'avenir, c'est justement de réconcilier progrès économique et défense de l'environnement. C'est réconcilier les nouvelles technologies et la défense de l'environnement. La défense de l'environnement, c'est pas qu'on aille tous revivre dans des forêts. Mais regardez le monde tel qu'il est. Monsieur Erdogan, en 3 ans, fait le plus grand aéroport du monde à Istanbul, et nous, on met 40 ans pour arrêter Notre-Dame-des-Landes.